Le général américain que vous n'aimez pas a été rappelé à la maison. Général Langlais que vous n'aimez pas certainement, n'est-ce pas? Vous ne l'aimez pas, vous êtes fâché contre lui. Comment ose-t-il parler comme ça d'Ibrahim Traoré? Pour qui se prend-il? Monsieur Langlais a été rappelé. Le président Trump vient de nommer quelqu'un pour une représentation ferme en Afrique. Ça sera le lieutenant général de l'armée de l'air, Davgin Anderson. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, on va faire ça. On fait ça s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En juin 2025, on a annoncé la nomination du général Davgin Anderson, lieutenant général de l'armée de l'air américain et ancien commandant du commandement des opérations spéciales en Afrique pour succéder au général Langlais à la tête de l'Africa. Bravo ou quoi? Piyama Kofi. Ah bah écoutez, maintenant la question qui reste ici est celle-ci. Est-ce une bonne nouvelle ou bien faudrait-il plutôt s'inquiéter? Est-ce que vous connaissez Davgin Anderson? Mais avant de commencer, on va essayer de découvrir qui est le général Langlais et pourquoi a-t-il été rappelé. Le général Langlais a été promu au grade de général 4 étoiles dans le corps des marines des États-Unis le 6 août 2022. Ça s'est passé le 6 août 2022 lors d'une cérémonie à la caserne du corps de marine à Washington. Il est rentré dans l'histoire en devenant le premier général 4 étoiles aux États-Unis d'Amérique. Ah oui, premier général noir, je voulais dire. Premier général noir. Et évidemment, pour ceux qui sont négrophiles, ça fait du bien de voir un général noir évoluer, en tout cas une personnalité noire évoluer à ce plus grand stade de sa vie. Suite à sa promotion, le général Langlais a pris commandement du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le 9 août 2022. Donc il supervisait l'ensemble des opérations et des activités militaires américaines en Afrique. Pour ceux qui ne savent, il y a évidemment beaucoup de militaires américains stationnés en Afrique. Pour quelles raisons? Ils sont généralement là, officiellement, dans l'objectif de surveiller ou faire des services de renseignement sur les groupes terroristes. Dans l'objectif de protéger pas seulement les Africains, mais aussi les États-Unis d'Amérique. Alors quelqu'un a demandé cela? Absolument pas. Les États-Unis ont jugé qu'il était essentiel, crucial qu'il soit positionné quelque part en Afrique dans l'objectif de surveiller ces groupes terroristes. Alors, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça vient d'où tout ça, cette animosité de Langlais à l'égard de Traoré, qui n'est pas de son âge d'ailleurs. En effet, c'est très simple. Ce qui s'était passé est que Ibrahim Traoré avait rejeté la France et l'Occident. Il avait tourné son visage vers la Russie, la Chine, la Turquie, et cela allait en l'encontre de ce que généralement veulent les États-Unis d'Amérique. On doit te contrôler, sinon on se débarrasse de toi. En tout cas, l'une des raisons principales pour laquelle le général Langlais n'était pas tout à fait d'accord. Chairman, you know, I see this and I don't mind calling them out, but Kamaturi and Burkina Faso, you know, as they know that both, you know, whether it's the their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. Donc, partons de nulle part pour une question posée par le sénateur. Monsieur Langlais s'est déversé disant Ibrahim Traoré s'est servi de l'argent et des biens du Burkina Faso dans ses fins personnelles pour se garder au pouvoir. Voilà la réponse de Traoré. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce général. Il y a un souci quand même. Et je souhaite peut-être qu'il fasse un mea culpa. Si on l'a envoyé, qu'il comprenne que ce n'est pas la bonne mission. Si on l'a trompé, qu'il le dise publiquement, ou si on devant le Sénat qu'il s'est trompé. Ou aussi si c'est une mauvaise intention, eh bien, nous allons l'affronter comme il le faut. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge. Et c'est très vilain de voir un adulte mentir, de voir un adulte officier général d'une grande armée mentir. C'est très grave. D'abord, il a parlé de l'or du Burkina qui sert à ce que nous on utilise pour se protéger et tout. D'abord, c'est l'or du Burkina, c'est pas son or. Ça, c'est la première des choses. En quoi ça le regarde? Ça ne le regarde en rien. C'est le Burkina, c'est l'or du Burkina. Ça ne le regarde pas. Donc, par ce message, il était évident qu'il y avait une frustration claire depuis Traoré. Et une frustration basée sur le fait principalement de son attitude négrophile. Okay? Il voit un autre noir. Comment est-ce que c'est toujours un noir qui vient détruire l'avenir ou le destin d'un autre noir? C'est incroyable. Il a été touché par rapport à ça. Secondo, il dit l'or. Est-ce que c'est votre or? Ce n'est pas à toi, c'est l'or du Burkina Faso. D'ailleurs, avant notre présence, cet or n'existait pas. En tout cas, pas à la hauteur de ce que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas ton or, ce n'est pas ton problème. Alors après cela, au lieu de jouer à la carte de discrétion ou essayer de nettoyer un tout petit peu ce qui s'était passé, parce que juste après, vous vous souvenez, beaucoup de gens étaient fâchés, les gens étaient dans les rues, les afro et afro-descendants
correspondants étaient complètement en liesse et certains aussi en colère à l'égard de M. Langley pour ces discours qu'il avait fait, ces discours clairement hostiles à l'égard d'Ibrahim Traoré. Au lieu d'essayer de nettoyer un tout petit peu ce qu'il a dit, M. Langley au Kenya pendant son interview a dit ceci. Let me speak to Burkina Faso's sovereignty. They maintain their sovereignty. They make their decisions how they use their resources. They make their decisions who their resources go to for military support. That's their sovereign right. But my cautionary tale was just from a military perspective. That was a Senate Armed Services Committee asking me a direct question. Vous voyez clairement que monsieur ne s'excusait pas parce que Traoré avait dit, s'il a tort, il se pourrait qu'il ait eu des informations qui sont erronées. Ce n'est peut-être pas de sa faute à lui. Ok, c'est peut-être la personne qui lui a apporté les rapports, qui a fait un rapport incorrect. Dans ce cas, si monsieur vérifie et comprend qu'il s'est trompé, eh ben, qu'il s'excuse ou qu'il dise carrément, écoute, je crois m'avoir trompé. Et évidemment, Langley, dans son ego de militaire général à 4 étoiles, il ne peut pas accepter qu'un certain capitaine quelque part africain lui dise comment il doit procéder, et surtout quand il tombe dans le tort. Alors, il a fait genre force, je donne mon idée selon la perspective militaire. C'est un peu paternaliste, quoi. Vous savez pas trop comment gérer votre petit Burkina Faso. Moi, je suis un général américain, je peux vous apprendre comment le faire. Donc, même si je me suis trompé la première fois, je ne m'excuserai pas. Je vous dirai quand même, c'est une perspective militaire. L'une des raisons pour lesquelles on a rappelé Langley, c'est parce que la présence de l'Africom rétrécit en Afrique. C'est-à-dire la présence militaire américaine en Afrique rétrécit. Les gens sont en train de les chasser partout. D'ailleurs, le 16 mai 2024, ordonnant de facto environ 1000 soldats américains de quitter le pays, le Niger. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était évidemment suite à quelque chose. Le premier ministre nigérien se rendait en Iran pour aller faire une discussion avec son homologue iranien. Et pendant cette discussion, des diplomates américains s'y sont permis de dire, d'accuser le Niger carrément, disant que le Niger allait vendre de l'uranium à l'Iran dans l'objectif de créer une bombe atomique. C'était une accusation mensongère. L'objectif, c'est généralement, quand les Américains vous accusent d'une histoire, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez en vous justifiant. Ah, c'est valide aussi pour une personne que vous respectez qui dit, comment ça se fait que tu es parti là-bas? Là-bas, il y a des putes. Non, je suis pas parti vers les putes. Je voulais acheter des bonbons et des bichoumbas. Vous voyez un peu? Non. C'est la même chose. Alors, en accusant le Niger, en disant ils sont partis vendre l'uranium aux Iraniens dans l'objectif de créer une bombe atomique, ils s'attendaient à ce que les Nigériens reviennent en s'excusant. Non, non, non. Et c'est justifiant. Ce n'est pas ça du tout. Et en cela faisant, qu'est-ce qui se passe? Vous donnez le pouvoir à la personne auprès duquel vous vous expliquez. Alors, contrairement à cela, le Niger est resté calme, mais au retour du Premier ministre, ils ont dit, écoutez, ce n'est pas à vous de nous dire avec qui on doit correspondre. Ce n'est pas de votre autorité de certifier qui sera notre collaborateur ou quoi d'autre. D'ailleurs, en effet, depuis date telle, prenez vos clics et vos claques et taillez-vous. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Les Américains ont dépêché un groupe de diplomates imprévus. Ils sont venus au Niger dans l'objectif de rencontrer le général Tiani. Généralement, avant de partir rencontrer un président de la République, vous envoyez une lettre de notification pour dire, écoutez, nous venons au nom des États-Unis ou de la France, peu importe, pour rencontrer le président de la République. Ils ne l'ont pas fait. Mais quand c'est eux, ils ont dit, bon, écoutez, c'est un petit pays africain, en fin de compte, on peut y aller comme on veut, ils vont nécessairement nous accepter. Le général Tiani ne les a pas vus. Ils ont attendu pendant 2 jours, ça n'a pas marché, ils sont rentrés. Quelques jours plus tard, on a demandé aux Américains de partir. Ils ont commencé à prendre leur clic. En fait, ils voulaient traîner leurs pieds d'abord. On a aussi demandé aux Russes de venir. Et les Russes sont venus aussi occuper les mêmes structures que ces Américains au Niger. Je vous rappelle que les Américains avaient créé des bases, militaires bases pour drones, dans l'objectif d'aller surveiller, faire des opérations de renseignement contre le terrorisme dans la sous-région. Et ils ont dépensé beaucoup d'argent par rapport à ça. Et à l'arrivée des Russes, ils étaient vraiment mal à l'aise, obligés de prendre leur clic et leur claque. Ils sont partis. That they will have a full fighter pilot escort there, and if the Nigerian government or any other third world thug tries to even turn on their air defense systems, we should show those leaders and those thugs what the target package looks like on their houses and their family members, because it should not be Americans that are suffering because President Biden and Blinken are so embarrassed that their strategy in Africa failed that they're willing to let Americans' conditions deteriorate. Comme vous le voyez évidemment, en entendant ce monsieur, on se demande c'est un sénateur ou un bandit de grand chemin. On veut partir dans leur pays. Si c'était un vrai président qui était à la tête du pays, on rentrerait au Niger et on bombarderait le pays. Incroyable. On se croirait en 1900 ou en 460 ou un truc comme ça. C'est un pays indépendant, un pays souverain. On peut ne pas vouloir de vous. Ce n'est pas à vous de discuter ou de certifier ce que vous ferez en les bombardant puisque c'est des petits Africains. C'est incroyable.
Au Tchad, en avril 2024, il a été demandé aux Américains de quitter aussi. Pourquoi? Justifiant, disant qu'ils n'avaient pas les documentations nécessaires pour rester au Tchad. Les Américains étaient évidemment présents pendant la présence du président précédent, le papa, mais le fils a dit, écoutez, votre présence ici n'est pas désirée. Partez. Parce que lui aussi avait pour intention de diversifier sa communication et ses rapports. Les Américains se sont trouvés balayés de partout et étaient obligés d'aller se réfugier quelque part, discutant avec les Ivoiriens, les dirigeants ivoiriens, tout le bazar. La présence de l'Africom s'est rétrécie en Afrique avec M. Langlais. Une délégation américaine conduite par Will Stevens est partie à Ouagadougou pour avoir des discussions avec les autorités burkinabées. Will Stevens, le sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, s'est rendu à Ouagadougou, au Burkina Faso, sur instruction du président Donald Trump. Cette visite visait à amorcer une relance pragmatique. Amorcer une relance pragmatique. Une relance, on relance quoi? Ce qui est cassé, hein, ce qui est tombé. Une relance pragmatique des relations américo-burkinabées. Donc les relations américo-burkinabées étaient stagnantes, ça ne fonctionnait plus correctement. Il fallait relancer, recommencer. Et aussi en mettant l'accent sur quoi? Sur le respect mutuel. Amorcer une relation américo-burkinabé qui était déjà tombée en mettant accent sur le respect mutuel. Ça vous rappelle quoi? La rhétorique de Ibrahim Traoré, le respect mutuel. Donc il faut un niveau de respect pour travailler ensemble. On ne peut pas travailler si on ne se respecte pas. Alors le monsieur est parti là-bas pour discuter avec son homologue. À la fin de la discussion, il lui a été posé la question très simple, disant quelle est votre prise par rapport à l'intervention de monsieur Langlais sur monsieur Traoré? Qu'est-ce que l'envoyé dira? Monsieur Stevens dira non, nous sommes venus ici pour la positivité. Il n'a pas voulu faire de commentaires par rapport à ce que Langlais avait dit. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, en tout cas la direction, n'était pas tout à fait contente du travail qu'avait accompli monsieur Langlais. Il y avait eu perte de communication. Pourquoi? Monsieur Langlais, au lieu de rectifier, la présence était réduite, au lieu de rectifier ce qu'il avait dit au départ, parce que c'est la diplomatie. Tu peux dire un truc complètement à gauche et ensuite améliorer. C'est comme Trump le fait très souvent, il vous frappe des impôts et quelques temps plus tard vous négociez et dit bon écoutez, c'est bon, vous pouvez travailler. Monsieur Langlais aurait fait de même, mais je pense que son ego était touché par le fait que monsieur Traoré est d'abord plus jeune que lui, secondo, un capitaine, moi je suis un général, j'ai probablement beaucoup plus d'expérience que lui. Comment peut-il se permettre de partir à la télévision en Russie et dire que l'or, ce n'est pas votre or, si tu t'es trompé, il faut t'excuser. Dans ce cas, et aussi étant un noir, il faut le dire, les noirs avec leur sang chaud, écoutez, vous n'aimez pas vous sentir abaissé. Il a fallu, c'est un comportement universel en fait, parce que ce sont des démons qu'il faut extirper. Alors, il a dit ouvertement, mais non, moi je donnais mon opinion sur un plan militaire. Au lieu de carrément dire, bon écoutez, on va vérifier ces informations, peut-être qu'on en parlera encore prochainement. Ou un truc diplomate comme ça, il l'a pas fait. Il a choisi d'être fort et encore plus fort. Et ça n'a pas fonctionné. Rappelez-vous que la raison pour laquelle on envoie les Africains généralement dans ce cadre, c'est pour avoir une représentation image. Quand il faut mettre la pression sur les Africains, on ne se sert jamais d'un blanc. Très rarement. En tout cas, à un moment donné, ils ont compris qu'il serait bien de faire usage d'un noir pour traiter avec les noirs. C'est comme ça que ça se fait. À l'époque, quand la Russie partait en Ukraine et qu'il y avait la guerre qui commençait, et c'était à l'époque de Joe Biden, au moment où il fallait demander aux pays africains d'arrêter de correspondre ou d'arrêter de travailler avec la Russie, sous peine, sous risque d'avoir des sanctions établies sur eux. On s'est servi de qui? D'une sénatrice noire, pour aller dire. C'est elle qui est partie parler disant les Africains qui vont, violer les Nations Unies et tout le bazar seront sujets aux sanctions. La prochaine occasion où il fallait dire que chaque pays qui soutiendrait la Russie doit être puni directement par les États-Unis. C'était un sénateur noir qui l'a fait. Donc, il était essentiel, comme M. Langley était un général à 4 étoiles établi, il était essentiel d'avoir un visage noir comme ça. Quand vous voyez un noir, vous avez l'impression que bon, voilà, c'est un noir qui vous veut certainement du bien parce qu'il a le même visage que votre oncle au village ou un truc comme ça. L'autre chèque des Langley, d'après les rapports, c'est qu'ils ont échoué dans leur capture de M. Traoré. Initialement, puisqu'il y avait tant de coups d'État qui se passaient dans la sous-région déjà, faire un autre coup d'État aurait été évident et plus naturel parce qu'on dirait, bon écoute, il y a des coups d'État qui se passent au Burkina Faso. Si on l'abat aussi, on dirait que c'est un coup d'État qui s'est passé. Ça a échoué, ça n'a pas marché. Oui, ils n'ont pas pu décrypter les messages évidents de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger. Naturellement, on sait que les Noirs, quand ils font des rapports pareils, ils disent on va travailler ensemble. Ça ne se fructifie jamais. Quand les Noirs disent on va mettre l'argent, on va se cotiser, ça n'arrive jamais à bout. Il faut vous dire des vérités, je m'en fous. Quand on vous dit on va commencer à mettre de l'argent comme ça, lui il va manger, l'autre aura le mois prochain, l'autre, ça ne aboutit tout. Il y a toujours quelqu'un qui a des problèmes. Alors il s'attendait à ce que cette histoire tombe aussi. Parce que M. Traoré rappelle ici dans une vidéo récente, disant chaque jour quelqu'un apporte des idées selon lesquelles, tu vois, il faut te retirer des autres. Chaque jour on parle à l'un des trois pour qu'il se sépare. Et on sait. Alors M. Langlais a échoué dans cette mission. Qu'est-ce qui va se passer avec M. Trump? Attendez-vous à plus de missions diplomatiques. Ok, parce qu'on se rend compte
compte que l'Africain est debout. Ils ont vu, ils ont compris le système. Quand Monsieur Langlais s'est levé, beaucoup d'Africains se sont levés partout dans le monde pour le soutenir. Parce qu'on a compris, que ce soit des anglophones ou des francophones, tout le monde s'est levé disant, on a vu ça un peu de trop dans le passé. On sait comment ça fonctionne. Donc venir de manière forte, ça ne fonctionne plus. Donc ils vont faire de la soft power en envoyant plus de missions diplomatiques, plus de coopération, plus de dons financiers dans l'objectif de regagner cette confiance de la présidence américaine. Il y aura plus évidemment des programmes économiques avec des ONG et tout le bazar. Monsieur Langlais l'a limogé. En juin 2025, Exet a annoncé la nomination du général Davgin Anderson, lieutenant général de l'US Air Force et commandant du commandement des opérations spéciales pour l'Afrique pour succéder le général Langley. Alors, qui est cet homme? C'est un homme avec un parcours très intéressant. Il a commandé le commandement des opérations spéciales pour l'Afrique de 2019 à 2021, dirigeant 1700 hommes dans une mission antiterroriste contre El-Shabaab et l'État islamique en Somalie. Donc, c'est une personne qui a déjà été là, il a déjà combattu. C'est un pilote de guerre. Oui, c'est un pilote de guerre. Il a aussi commandé des opérations spéciales effectuées en Irak dans le passé. Donc c'est un homme, pas essentiellement un homme de main, mais un homme de terrain, sans doute. Sera-t-il plus doux, d'après vous? On dit aussi qu'il a des théories tout à fait conservateurs. C'est Donald Trump. Donald Trump, il domine ou il détruit. On l'a vu dans le passé. Israël vient de lancer une frappe aérienne incroyable sur l'Iran, détruisant des infrastructures, des lieux très importants, des sites militaires, des bases nucléaires et des généraux d'armée comme jamais dans le passé. Est-ce le début d'une guerre effrénée? Qu'est-ce qui se passera? Nous savons tous que la Russie est associée à l'Iran depuis un contrat signé en janvier. La Russie va-t-elle réagir en retour, soutenant ainsi l'Iran dans cette bataille? Sommes-nous au bord d'une troisième guerre mondiale? On va le découvrir tout de suite. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Il fait très froid là où je suis, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'échange avec vous. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en Iran. Okay, Israël a finalement frappé. Contrairement à ce que beaucoup de personnes ont anticipé, ils nous ont prouvé le contraire et personne ne s'y attendait. Le 13 juin 2025, Israël a lancé une opération militaire de grande envergure contre l'Iran, marquant une escalade significative dans ce conflit de longue date. Incroyable les amis, c'est complètement inouï. L'opération baptisée Lion en Ascension. Lion en Ascension a ciblé une centaine de sites en Iran. Une centaine, pas une dizaine, mais une centaine. Dans les installations nucléaires, des bases de missiles, des infrastructures militaires clés et des systèmes de défense aérienne. Ils ont aussi frappé l'usine d'enrichissement d'uranium à Natanz. L'usine d'enrichissement nucléaire de Natanz figurait notamment parmi les cibles principales. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. En d'autres termes, Israël a déclenché inattendu pendant que les Iraniens étaient encore en train de négocier avec les Américains. Ils ont frappé. Les frappes ont entraîné la mort de plusieurs hauts responsables iraniens, dont le général Hussein Salami, commandant des gardiens de la révolution. On a aussi frappé le général Amir al-Ajizadeh, chef de programme des missiles. On a aussi frappé et tué plusieurs scientifiques nucléaires. Donc, comme vous remarquez, on est en train de toucher les éléments les plus essentiels de ce pays, pour leur défense en tout cas. Les scientifiques, les généraux expérimentés et les commandants de la vraie défense. Nous menons une campagne historique qui ne ressemble à aucune autre. Il s'agit d'une campagne critique visant à prévenir une menace existentielle de la part d'un ennemi qui cherche à nous détruire. Nous avons lancé cette attaque parce que le moment est venu. Nous sommes au point de non-retour. Nous ne devons pas attendre un autre moment pour agir. Nous n'avons pas d'autre choix. Plus de 200 avions israéliens ont mené les frappes, déployant plus de 360 missiles. Donc, ils ont frappé avec les avions. On ne sait pas tout à fait par où ils sont passés, mais on le découvrira dans quelques temps. C'est quel espace aérien qu'on a utilisé pour aller frapper l'Iran. Regardez sur la carte la distance entre Israël et l'Iran. Il faut essentiellement passer à travers quelques autres pays. C'est lequel qui a ouvert sa porte. Rappelez-vous, l'Iran a promis de frapper en retour n'importe quel pays qui autoriserait Israël de traverser son espace aérien pour faire ses actions. Ce qui est important à retenir ici aussi, les amis, c'est que les agents du Mossad auraient établi une base de drones secrète près de Téhéran afin de neutraliser la défense aérienne iranienne et d'assurer la supériorité aérienne de l'aviation israélienne. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce qui s'est passé en Russie avec l'Ukraine récemment. Ils ont envoyé des camions, vous voyez comment les Ukrainiens ont fait. Ils ont envoyé des camions dans lesquels il y avait des drones déjà piégés et programmés. Et au moment où il fallait, ils ont simplement envoyé des drones. Alors, les agents de la Mossad c'est le service de sécurité de renseignement israélien, ils sont présents en Iran. C'est depuis l'Iran qu'ils ont organisé ce système pour aller bombarder directement les systèmes de défense aérienne
les systèmes généralement achetés depuis la Russie, ont été neutralisés dans l'objectif de donner une supériorité à l'armée israélienne dans les airs. Quand on détruit les systèmes de défense aérienne, qu'est-ce qui se passe quand les avions de chasse arrivent? Absolument rien. C'est ce qui a permis aux Israéliens de détruire complètement. Je pense qu'il est important de noter que l'Iran est un pays plus ou moins calfeutré. Donc, ce n'est pas facile d'entrer ou de sortir sans vraiment être scruté totalement. La grande question qui se pose, c'est comment est-ce que la Mossad a pu introduire des gens en Iran et faire des opérations à ce niveau. Je pense qu'il faut respecter leurs capacités. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent et disent que la Mossad est l'agence de renseignement et de sécurité la plus forte dans le monde, au-delà des Américains, des Britanniques et des restes. En représailles, l'Iran a lancé une centaine de drones à Israël, mais la plupart ont été interceptés par les défenses aériennes israéliennes. فکر نکنن که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند. Bon, écoutez, moi je me dis, si tu me frappes au visage et que je commence à saigner et que j'ai des capacités de te détruire avec des briques, si j'en ai, pourquoi je ne m'en servirai pas? Ça veut dire soit je n'en ai pas, ou bien j'ai peur, ou bien je suis en incapacité. Voilà. Donc pourquoi est-ce que l'Iran en réplique après avoir eu ses bases nucléaires détruites, ses généraux importants tués, ses systèmes de défense anéantis? Pourquoi envoyer quelques centaines de drones? Ça veut dire que l'Iran n'a pas de capacité de réplique, ou bien il y a quelque chose qu'on ne comprend pas tout à fait jusque-là. Les États-Unis, bien que n'étant pas directement impliqués, ont exprimé leur soutien au droit d'Israël à la légitime défense. Le président Donald Trump, évidemment, a mis en garde contre des possibles nouvelles actions d'Israël. Trump a dit qu'Israël risquait de frapper encore une fois, soulignant qu'il était de l'intérêt de l'Iran de négocier. Négocier quoi? Je vous rappelle ici, les Iraniens et les Américains étaient assis autour d'une table essayant de négocier un nouveau deal de limitation de l'enrichissement de l'uranium. L'objectif est simple. On ne veut pas que l'Iran enrichisse son uranium au point de créer une bombe atomique, ce qui représenterait d'après eux un danger pour Israël. Donc il est important de limiter les capacités de l'Iran de le faire. Je vous rappelle que l'Iran et Israël sont des ennemis jurés. Je pense qu'il y a un point essentiel à retenir ici, c'est le fait que les États-Unis se distancent de cette histoire, disant nous n'étions pas directement impliqués. Je vous rappelle aussi ici, il y a quelque temps, que l'Iran avait dit ouvertement que si vous osez aider Israël à faire ses attaques contre nous, nous attaquerons vos bases ici au Moyen-Orient. Les Iraniens ont dit, c'était clair. Mais non, l'Iran va-t-il réagir contre les bases américaines, ou bien ils auront peur? Troisièmement, le fait de dire que nous ne sommes pas impliqués dans l'attaque d'Israël, est-ce que ça veut vraiment dire qu'ils n'étaient pas impliqués? 4. Faudrait-il que l'Iran enquête pour finalement tirer sa décision? 5. Est-ce que l'Iran aurait le courage d'attaquer les États-Unis d'Amérique en ce point-ci? La Chine a exprimé sa profonde préoccupation face aux récentes frappes aériennes israéliennes contre l'Iran. La Chine, comme vous le savez, entretient des relations amicales avec l'Iran. Cette relation est motivée par ses besoins énergétiques et ses intérêts stratégiques de l'expansion de la présence chinoise au Moyen-Orient. Donc cette relation n'est pas une amitié de frère à frère, c'est une relation basée sur ses intérêts d'abord, sur l'énergie, sur sa présence. Le porte-parole du ministère chinois d'Affaires étrangères, Li Jian, a déclaré que la Chine s'opposait à toute action portant atteinte à la souveraineté, à la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Iran. Ça, c'était un peu plus direct. On s'oppose à tout ce qui comporte la violation de l'intégrité de la souveraineté de l'Iran. Ils ont dit tout ça, mais est-ce qu'ils vont réagir? Absolument pas. Je pense qu'il y a une leçon très importante à tirer ici. Ok? Les gens peuvent vous soutenir, mais peuvent-ils vraiment vous soutenir? Pour l'interrogation. Ce n'est pas parce qu'on est amis, on discute, qu'on est amis au point où on te soutiendra en cas de difficulté. C'est très important. Numéro 3, il faut être certain de pouvoir garder ses propres arrières, selon ses propres moyens et ses propres capacités. La Russie, par contre, va-t-elle réagir? On le verra tout de suite. L'Irak a fermement condamné les récentes frappes aériennes israéliennes contre l'Iran, les considérant comme des violations du droit international et des menaces à la stabilité régionale. L'Irak s'est exprimé. Il ne s'exprime pas beaucoup. Ils ont dit qu'ils condamnent fermement ces frappes, parce que c'est une violation du droit international et des menaces à la stabilité régionale. Ne le faites pas. L'Irak a déposé une protestation officielle auprès des Nations Unies condamnant l'utilisation de son espace aérien par Israël pour ses attaques. L'Irak a condamné
le fait que Israël s'est servi de son espace aérien pour aller bombarder l'Iran. La question numéro 1 est celle-ci. Est-ce que Israël a vraiment parcouru l'espace aérien sans informer les Irakiens pour faire ses attaques? Et si c'est vrai, est-ce que c'est acceptable? Secondo, l'Israël n'aurait-il pas peut-être coopéré avec l'Irak, disant on va se servir de ton espace aérien, mais toi tu diras que nous on n'était pas informés pour se protéger? Point d'interrogation. Alors, quelle est la réaction de la Russie? La Russie condamne les frappes israéliennes. Le ministère russe des Affaires étrangères a publié une déclaration officielle condamnant les frappes aériennes israéliennes comme une violation flagrante du droit international et une dangereuse escalade. Les responsables russes ont réaffirmé leur partenariat stratégique avec l'Iran sans toutefois offrir des soutiens militaires directs. Vous avez entendu ça? Les responsables russes ont réaffirmé leur partenariat militaire avec l'Iran sans toutefois offrir des soutiens militaires. On condamne, nous sommes amis, mais on ne vous soutient pas dans cette guerre. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Je sais que beaucoup de personnes doivent être déçues. Attendons une réaction venant de la Russie. Certainement, on se disait, écoutez, une coopération militaire entre la Russie et l'Iran. Finalement, l'Iran ne peut pas faire confiance à la Russie ou quoi? La Russie est-elle digne de confiance? La Russie est-elle une amie vraie et correcte? Parce que l'Iran, manifestement, a aidé la Russie en envoyant des shahids, des drones, des missiles et autres bazar. Dans l'objectif de gagner sa guerre en Ukraine. Comment ça se fait que la Russie ne réagit pas? La seule réaction, c'est que nous réaffirmons notre coopération militaire sans vraiment offrir quoi que ce soit. C'est un point très intéressant et vous vous posez la question de savoir comment est-ce possible. On va essayer de revoir. Je vous rappelle ici que le 17 janvier 2025, la Russie et l'Iran avaient signé un accord militaire d'une durée de 20 ans. C'est un accord qui durera 20 ans. C'est un accord d'échange. Qu'est-ce que ça veut dire? En guise de cet accord, pourquoi la Russie n'a pas réagi? On va essayer de voir un tout petit peu qu'est-ce que cet accord dit. L'accord entre la Russie et l'Iran couvre divers domaines, notamment le commerce, l'énergie, la science, l'éducation et la coopération militaire. Ce traité prévoit une collaboration militaire renforcée, notamment des exercices militaires conjoints, des partages de renseignements, des coopérations commerciales, énergétiques, des échanges scientifiques. Je retiens ici partage de renseignements et échanges scientifiques. Donc, ils s'échangent ce qu'il y a de scientifique, mais aussi partage de renseignements. Maintenant, la grande question qui se pose est celle-ci. La Russie n'était pas au courant que Israël était en train de conduire des opérations quand leurs avions sont passés. C'est-à-dire, soit la Russie n'est pas aussi forte que vous le pensez, s'ils n'ont pas pu voir qu'Israël arrivait, ou bien ils ont menti à l'Iran, s'ils en ont les capacités, si leurs radars sont parmi les meilleurs, si pas les meilleurs du monde. N'ont-ils pas pu repérer les avions israéliens qui arrivaient? S'ils ont repéré, pourquoi ils n'ont pas dit aux Iraniens? Pour l'interrogation. Je pense qu'il est important de rappeler ici qu'il y a de très faibles chances que la Russie réagisse. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, quand la Russie est partie en Ukraine, Israël n'a jamais réagi. À l'opposé de tous ces pays européens, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, Israël ne s'est jamais interposé à l'opération militaire russe en Ukraine. Donc, il y a quelque part un niveau de respect. Je t'accorde le respect pour faire ce que tu as à faire en Ukraine. Dans ce cas, en retour, sans vraiment le dire officiellement, tu m'accorderas le respect de faire ce que moi j'ai à faire, là où j'ai envie de faire. Donc, connaissant et respectant aussi les capacités d'Israël, il est quelque part peut-être de l'intérêt de la Russie et d'Israël de ne pas s'interposer dans leurs histoires directement. On va rentrer dans le traité de la Russie et l'Iran. Le traité prévoit une collaboration militaire renforcée, notamment des exercices militaires conjoints et des partages de renseignements. Donc, il est aussi important de notifier ici qu'il a été confirmé qu'il y a eu une exclusion spécifique dans une clause de défense mutuelle entre l'Iran et la Russie. Contrairement aux accords conclus par la Russie avec la Corée du Nord et la Biélorussie, le traité Iran-Russie n'engage aucune des parties à réagir directement dans une guerre qu'assume l'autre. C'est-à-dire, si l'Iran est attaqué, la Russie n'est pas obligée de réagir. Vice-versa. L'ambassadeur d'Iran en Russie avait d'ailleurs souligné cette affaire il y a quelque temps. C'est-à-dire, leur accord est de 20 ans, mais c'est échange scientifique, échange de connaissances, échange de renseignements. Mais l'accord qu'a la Russie et la Biélorussie, la Russie et la Corée du Nord, si vous attaquez la Corée du Nord, la Russie est sous l'obligation de réagir immédiatement, sans demander. C'est un peu comme ce qui se passe entre les amis de l'OTAN. Mais avec l'Iran, ce n'est pas tout à fait égal. Voilà pourquoi peut-être, vous voyez, les militaires nord-coréens se présenter en Ukraine ou à Koursk sans se cacher. Bon, en attendant, l'Iran achète des avions Sukhoi Su-35 auprès de la Russie pour renforcer ses capacités de défense aérienne et aussi beaucoup d'autres choses. En attendant aussi, l'Iran envoie des drones et tout le bazar chez la Russie. Alors, un élément très important à retenir ici. En ce moment où nous parlons, il y a une négociation qui se passe ou censée se passer entre l'Iran
et les États-Unis sur ce même sujet. L'objectif est de relancer ou remplacer l'accord nucléaire iranien de 2015. Okay, c'est un accord qui existait depuis jusqu'en 2015. À l'arrivée de Trump, il a rejeté l'accord. Il voulait beaucoup plus d'histoire venant de l'Iran. Il voulait un contrôle total de l'armement, si on peut dire ça à peu près comme ça. Il voulait que l'Iran n'enrichisse plus son uranium. Et l'Iran, sur le point d'enrichissement d'uranium, ils ont refusé. Ils ont accepté le contrôle, ils ont accepté beaucoup de choses, mais ils ont refusé la limite de l'enrichissement. Alors, pendant qu'ils sont en discussion actuellement maintenant et qu'ils essaient de trouver un moyen, un pont pour trouver une solution, boum, on est parti bombarder. Je pense qu'il y a une leçon très importante ici. Les cessez-le-feu et les petits accords ne veulent absolument rien dire. Le fait qu'on se dise, écoute, on est en train de négocier, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser ses gardes. Le fait qu'on dise que l'on a trouvé un moyen pour signer, okay? Comment on appelle ça, accord, machin, histoire, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser ses gardes, parce qu'on peut carrément se servir de ce moment de cesser le feu pour s'armer correctement, ou pour s'apprêter, ou encore pour vous dérouter, pour poser un peu, pour paralyser votre concentration. C'est-à-dire, pendant que toi tu réfléchis sur comment ce clause-là, on va trouver des solutions, comment on peut changer ça, eux, ils vous bombardent sans que vous le compreniez, et vous bombardent fort. Et je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, M. Poutine ne veut pas cesser le feu avec M. là-bas. C'est parce qu'ils comprennent comment ça se passe. La deuxième chose, je dirais, on ne peut pas faire confiance à un politicien. Non. Non. Ils vous disent A en pensant C. Donc, malgré que vous dites oui à son A, soyez aussi en train de penser C et D. C'est comme ça. Un discours très fort d'Ibrahim Traoré, fils du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Suivant. Camarades, bonjour. Nous sommes donc au dernier mois du premier semestre de l'année 2025. Je souhaite donc qu'on puisse utiliser ce mois pour commencer à réfléchir aux perspectives du deuxième semestre et voir qu'est-ce qui a marché dans nos administrations et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et comme vous le constatez, ce matin donc, nous venons donc de monter les couleurs avec l'hymne de la Confédération, ce qui est encore un pas que nous effectuons dans notre union. Ce qui n'est pas sans difficulté, parce que l'unité est dure, surtout en Afrique. Ok, l'unité est dure, surtout en Afrique. On va y rentrer. Mais premièrement, je dois noter que M. Traoré semble un peu fatigué. D'accord? Et il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. C'est un humain. C'est l'enfant de quelqu'un. Avec le sang et la chair. Fatigué, mais pas abattu. C'est un vaillant travailleur, c'est évident. Ceci, évidemment, on ne touche pas à ce qu'il est en tant que personne. C'est une personne imparfaite, d'accord? Comme toute personne, d'ailleurs, chaque personne. C'est une personne qui a la positivité ou un côté négatif. Tout à fait humain et tout à fait normal. Monsieur est un peu fatigué, d'après moi, mais c'est un travailleur, il continue, il bosse, il s'arrête pas. Et ça y accorde beaucoup de la valeur. Continuons. C'est difficile de s'unir. Il disait c'est difficile de s'unir chez les Africains. Chez les Africains, c'est difficile de s'unir. A-t-il raison ou pas? Les Africains s'unissent très bien quand il faut détruire. Et moi, je serai toujours là pour vous dire la vérité. Pour ceux qui me connaissent, vous me connaissez. Je m'en fous éperdument de ce que les gens ont à dire. Je m'en fous. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Hein. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Vous savez, les gens qui sont là pour se faire aimer ou qui font les choses pour que vous les aimiez, vous les acclamiez, sont des gens qui gagnent quelque chose de vous. Je répète, ceux qui sont là pour se faire aimer sont là pour gagner quelque chose de vous. Moi, je n'ai absolument rien à gagner. Voilà pourquoi je dis ce que j'ai envie de dire. Si tu te fâches, tu prends tes clics et tes claques, tu te tailles. Ça ne change absolument rien dans mes conditions. M. Traoré dit, les Africains ont du mal à s'unir. Et ceux qui sont forts me comprennent très facilement. Ce sont les faibles d'esprit qui me comprennent pas. Les Africains ont du mal à s'unir. A-t-il raison ou pas? Continuons. Mais c'est la solution. Il faut qu'on s'unisse. Petit à petit, l'AES poursuit son bonhomme de chemin. Malgré toutes les difficultés, tous les défis devant nous. J'arrête. Petit à petit, l'AES continue son bout de chemin, malgré nos difficultés. Il a d'abord dit les Africains ont du mal à s'unir, mais il a aussi rajouté que, malgré tout, petit à petit, l'AES avance.
Encore une fois, vous, les Africains, vous avez du mal à vous unir. Mais nous, l'AES, petit à petit, on avance. On vous a laissé derrière. Continuons. J'allais me poser la question, mais pourquoi les impérialistes ne veulent pas de cette union? Mais je ne suis pas naïf, je sais pourquoi. Et c'est la même question que ceux-là qui ont tendance encore à dormir doivent se poser. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Pourquoi la Confédération fait tant peur ou fait mal à certains? Parce que nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des trois à trahir l'autre. Nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes pour emmener un des trois à trahir l'autre. C'est d'ailleurs encore noble à ce point-là, parce qu'il y a des catégories d'Africains qui n'ont même pas besoin d'impérialistes pour se séparer. C'est-à-dire, à partir du moment, je vais vous dire un truc très simple. Si c'était des Africains de certaines parties de l'Afrique, des certains endroits régionaux de l'Afrique, qu'est-ce qui se passerait? Le fait qu'il y ait eu beaucoup d'Africains derrière Ibrahim Traoré, récemment, en train de le supporter, le soutenir, l'acclamer et tout le bazar, il y aurait un Assimi Goïta et un général Tiani qui seraient en colère, en jalousie. Je répète, si c'était quelque part, dans certains endroits en Afrique que vous connaissez, où il y a la sournoiserie, la jalousie, la méchanceté, le mauvais cœur, le poison, vous connaissez ces endroits, il y aurait l'Assimi Goïta, si on avait en équivalence, ou le général Tiani en équivalence, qui serait déjà effacé. Donc si c'était parmi ces pays-là, l'un de ces régions fâchonnantes, d'ailleurs moi, j'ai l'impression qu'on met un peu trop de valeur sur notre Ibrahim Traoré ici. Vrai ou faux? Ok. Vous avez vu Assimi Goïta se plaindre parce que les gens sont en train d'acclamer Traoré. Vous avez vu Tiani se plaindre parce que les gens aux États-Unis, en Jamaïque et ailleurs ont fait du bruit selon lesquels il fallait encourager Traoré contre l'anglais. Ok. Nous sommes confrontés à ça depuis belle lurette. Chaque fois, ce sont ces genres de manœuvres qui sont là pour vous amener à quitter la Confédération. Et ça doit nous amener à réfléchir. Et quand on regarde nos rapports, il n'y a pas d'amitié en fait. Le monde, il n'y a que des intérêts. Les gens ne viennent vers nous que pour leurs intérêts. Il faut qu'on soit bien conscient de cela. On va nous combattre, on continuera à nous combattre, mais nous sortirons victorieux et forts. Ces situations que nous vivons, nous ne devons pas les prendre et nous apitoyer sur nous-mêmes. Au contraire, ça doit nous renforcer. On doit sortir très fort de cette guerre, comprendre le pourquoi on nous a tant assaillis, se forger et faire en sorte que dans le siècle à venir, nous ne connaissons pas ce genre de situation. Ok, donc on doit faire un bilan pour comprendre pourquoi on nous a assujettis, pourquoi on nous a placés sous ce drap obscur, pour que dans les siècles qui arrivent, ça ne se répète pas. L'opportunité ici, ce n'est pas de devenir président pour dire que c'est notre pouvoir. Ok, c'est le pouvoir de notre tribu. C'est pas ça. Ce n'est même pas ça. L'opportunité, c'est comment on va voir, compte tenu de ce qui s'est passé actuellement, comment est-ce que dans le futur on pourra progresser et avancer pour que plus jamais ce qui s'est passé dans le passé se répète. Encore une fois, ce n'est pas notre pouvoir à nous, notre pouvoir. C'est comment on peut travailler ensemble pour que plus jamais dans le futur ceci n'arrive. Tout en prenant soin de tout le monde, c'est-à-dire de chaque individu parmi les populations de l'AES. Pas seulement les membres de vos familles, pas seulement vos cousins, vos cousines, pas seulement ceux qui ont des noms virgulés comme les vôtres. C'est ce qu'il faut avoir à l'idée. Donc j'invite tout un chacun à redoubler d'efforts parce que le Burkinabé est connu comme quelqu'un de très courageux, très travailleur, très résilient. Et ces valeurs-là, nous devons travailler donc à les améliorer. Partout où vous partez en Afrique ou dans le monde ailleurs, vous trouverez des Burkinabés. Et ce sont ces valeurs-là qui qualifient, qui identifient le Burkinabé. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour être des hommes intègres, comme le nom du pays le dit, être des gens courageux, résilients, pleins d'abnégation et redoubler d'efforts dans tout ce que nous faisons pour le bonheur du Burkina, mais pour le bonheur aussi de notre confédération. Vous savez, ce qui est important à retenir ici, c'est dans certains endroits en Afrique, vous ne pouvez même pas vous lancer dans une révolution avec vos congénères. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes congénères qui vous tourneront le dos au moment où vous vous attendez le moins. Ce sont les mêmes personnes qui vous vendent à vos ennemis. Ce sont les mêmes personnes qui vous empoisonnent. Regardez le cas du pauvre monsieur Lumumba qui a donné sa vie
Il aurait dû partir, s'en aller, mais il est rentré. Et qu'il a mangé, qu'il a vendu, qu'il a coupé, taillé en pièces, placé dans l'acide. Ce ne sont pas les Blancs qui ont fait ça. Il aurait dû s'en aller. Il aurait dû partir. Il a laissé sa jeune femme, encore toute jeune, qui avait encore besoin de son mari, mais malheureusement. Donc c'est ça. Il fait rappel à la population. Soyez intègres, comme le suggère le nom qu'on vous accorde. Continuez d'être forts parmi vous. Ça, c'est très important. Et une fois que nous avons atteint un certain niveau, vous comprendrez encore mieux pourquoi on nous combattait. Parce que notre pays est riche. Riche de sa valeur humaine, riche de ses valeurs morales, mais surtout riche dans son sous-sol. Et ce sont ces richesses-là qui sont convoitées. Mais ces richesses doivent profiter aux Burkinabés. Ok, les richesses doivent profiter aux Burkinabés, pas aux membres de votre famille, vos cousins, vos enfants, vos neveux. Les richesses doivent profiter aux Burkinabés. Ce qui sépare les Noirs en général, les richesses. Il y a même des gens qui travaillent ensemble. Jusqu'au moment où vous dites, bon, toi, on prend tes richesses, tu ne pourras plus avoir accès aux richesses. Allez, il s'en va, il devient un ennemi. C'est comme ça. Nous travaillons tous pour une bonne idée, pour une bonne direction, jusqu'à ce que vous touchiez mes richesses. C'est incroyable. Continuons. Rien n'a encore commencé en termes d'exploitation des ressources naturelles et de rétribution donc au niveau des masses populaires. Nous pouvons changer le visage de notre pays, nous pouvons quitter cette situation de sous-développement et nous retrouver très vite un pays émergent. Il suffit de travailler. Il faut que chacun s'y mette. Autant les combattants se sacrifient au front, il faut que dans l'administration, nous arrivons à nous sacrifier aussi. Ok, ouais. Autant les combattants se sacrifient au front, il faut que dans l'administration, on se sacrifie aussi. Je répète, autant les combattants se sacrifient au front, il faut que dans l'administration, on se sacrifie aussi. C'est-à-dire que la guerre, ce n'est pas seulement pour les militaires. Oh, les militaires se battent. Vous êtes absolument brainless, cerveauless. La guerre, quand vous êtes en guerre, c'est pour tout le monde. Il faut que le combattant se sacrifie. Il faut aussi que dans l'administration, les combattants ne sont pas payés. Les combattants ne sont pas pris en charge. Les femmes de combattants sont là, qui sont devenues veuves en difficulté. Quand un combattant voit comment son ami, la femme de son ami va se prostituer pour se faire de l'argent, pour nourrir les enfants de son compatriote, de son collègue, quel courage aura-t-il dans son cœur pour y aller? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous puissions faire en sorte de travailler au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, de pousser nos capacités plus loin, parce que, comme je le disais, il faut qu'on aille très vite. Et c'est en allant vite qu'on peut surprendre ceux-là qui cherchent à nous diviser, ceux-là qui cherchent à nous maintenir dans notre situation de pauvreté. Le Burkina n'est pas pauvre. Je vous le dis, je vous le répète, on est très riche. Et c'est ça notre problème majeur. C'est pour cette richesse qu'ils ne veulent pas qu'on puisse d'abord connaître qu'on est riche et pouvoir exploiter nos richesses. Et au-delà du Burkina, le Sahel tout entier est riche, immensement riche. Et je sais que vous le savez tous. Le Sahel ne restera pas pauvre. Nous continuerons notre bonhomme de chemin, continuer à construire l'AES, à être fort, résilient, faire de l'AES un espace de sécurité totale, pouvoir exploiter convenablement nos ressources et que ça puisse profiter donc à nos masses populaires. Sur ce, je vous invite donc à passer ce message à tous vos proches. Il faut se sacrifier ici à l'arrière dans les bureaux pour pouvoir soutenir ceux qui sont au front. Donc je vous souhaite très bonne semaine, très bon mois de juin et très bonne fin du premier semestre. Et rendez-vous donc dans peu de temps pour affronter le deuxième semestre avec plus d'énergie, plus d'abnégation, plus de courage. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il n'y a rien à dire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.